Conventions et mémorandums d'entente ont donc été conclus entre le Maroc et la Mauritanie. Des accords signés dans les domaines de l'agriculture, de la protection de l'environnement ou encore de la santé et de l'industrie à l'issue de la commission mixte coprésidée ce matin par Aziz Akhnouch et son homologue Mohamed Ould Bilal Messoud. Reportage Youssef Latfi et Amina Mkhalaq. Arrivée du Premier ministre mauritanien Mohamed Ould Bilal Messoud à Rabat où il est reçu par Aziz Akhnouch, les deux hommes président ce rendez-vous crucial pour le renforcement de la coopération entre Rabat et Nouakchott, la 8e session de la haute commission mixte maroco-mauritanienne. Cette réunion a été une réussite à tous égards, en ce sens qu'elle a constitué une rencontre pratique marquée par la signature de plusieurs conventions importantes dans de divers domaines et secteurs. Parmi ces secteurs, l'agriculture, la pêche maritime, l'industrie, l'urbanisme ou encore l'investissement. Au total, 13 conventions de coopération et mémorandums d'entente ont été signés. En tant que gouvernement, nous avons le devoir d'accélérer la dynamique de développement. Nous comptons sur l'implication des secteurs publics et privés pour que les engagements pris soient appliqués. Un bilan positif donc pour cette 8e session de la haute commission mixte maroco-mauritanienne. C'était aussi l'occasion pour Mohamed Ould Bilal Messoud de rappeler la vision partagée par Rabat et Nouakchott sur plusieurs questions régionales. Le Premier ministre mauritanien qui a aussi salué les efforts continus déployés par Sa Majesté le roi Mohamed VI, président du comité Al-Quds pour la défense de la ville sainte. Mohamed Ould Bilal Messoud s'est par ailleurs entretenu avec Rachid Talbi Alami, le président de la Chambre des représentants. Par ailleurs, le Premier ministre mauritanien a également eu des échanges avec Neama Miara, le président de la Chambre des conseillers, sur fond de renforcement de la coopération entre Rabat et Nouakchott, comme vous le voyez sur ces images. Et sachez par ailleurs que Sa Majesté Mohamed VI a offert un déjeuner en l'honneur du Premier ministre mauritanien et de la délégation qui l'accompagne à ce repas présidé par le chef du gouvernement, ont notamment pris part les conseillers du souverain, Fouad Ali El-Hima et Omar Aziman, ainsi que différentes personnalités politiques notamment. L'actualité de ce vendredi marquée par l'enlisement de la guerre en Ukraine. En 16 jours de conflit, plus de 2,5 millions de civils ont fui le pays, pendant que sur le terrain diplomatique, les menaces américaines et européennes se sont intensifiées à l'encontre de la Russie. Rizlan Taïbi. Le Kremlin a jeté aujourd'hui un pavé dans la mare en se disant favorable au déploiement de combattants syriens en Ukraine. La nationalité de ces guerriers présentés comme bénévoles ne doit rien au hasard. Moscou avait soutenu militairement d'une façon considérable depuis l'automne 2015 Damas, sauvant le régime de Bachar el-Assad. Sur le terrain, pas de répit. 4 soldats ukrainiens ont été tués dans le bombardement par l'armée russe de la base aérienne de Lutsk, dans le nord-ouest du pays. Dans le centre de l'Ukraine, la ville de Dnipropetrovsk, jusqu'ici épargnée, a été ciblée par les frappes aériennes de l'armée russe qui ont fait une victime. Pour faire taire les armes, le ballet diplomatique se poursuit. Le chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell, a proposé aux chefs d'État et de gouvernement de l'Union européenne réunis au château de Versailles de doubler le financement européen destiné à armer Kiev malgré les mises en garde de Moscou. Le président américain Joe Biden a de son côté annoncé que son pays et ses alliés avaient décidé d'exclure la Russie du régime normal de réciprocité régissant le commerce mondial, ce qui ouvre la voie à l'imposition de tarifs douaniers punitifs en réponse à l'invasion de l'Ukraine. Un conflit suivi en temps réel par les Ukrainiens établis à travers le monde et notamment ici au Maroc. C'est votre cas, Yulia Stroy. Bonsoir et bienvenue. Vous êtes professeur de musique et d'histoire de l'art et vous vivez dans le royaume depuis plus de 20 ans. Alors dites-nous, quelles sont les dernières nouvelles que vous avez de vos proches toujours établis en Ukraine? Bonsoir et merci d'abord pour pouvoir de m'exprimer, pas seulement en mon nom, mais au nom de tous les Ukrainiens et la douleur de tous les Ukrainiens, ceux qui résident au Maroc et ceux qui résident encore en Ukraine. C'est très difficile, c'est des moments difficiles pour tout le peuple et je pense que pour le monde entier.
Les dernières nouvelles, j'essaie de prendre chaque jour, bien sûr, de mes proches, de mes amis. Des dernières nouvelles, c'est une bonne nouvelle. Ma sœur, elle a réussi hier d'arriver jusqu'à la frontière. Elle est d'origine de Kiev. Toute ma famille est encore actuellement à Kiev. Et aujourd'hui, c'est le premier jour que je peux parler sans pleurer. Et je crois beaucoup, justement, que tout le monde va rester sain et sauf. C'est très, très important pour nous. Est-ce que vous arrivez à communiquer régulièrement avec vos proches? Vous arrivez à les joindre tous autant qu'ils sont? C'est très difficile. Je peux vous dire que moi, chaque jour, quand je n'ai pas de nouvelles de mes amis, de mes proches, je n'arrive pas à dormir. Et je pense que c'est le cas pour tous les Ukrainiens et pas seulement. Quand on n'a pas de nouvelles toute la journée, on essaie de ne pas imaginer le pire. On essaie de dire il n'y a pas de charge, les gens n'ont pas de réseau, perdu le téléphone. C'est vraiment le cauchemar. Mais vu la résistance des Ukrainiens en ce moment, je pense qu'on ne peut pas se permettre de penser au pire. Il ne faut pas baisser les bras, il faut rester optimiste. Et je pense qu'avec le courage... Est-ce que vous savez s'ils arrivent sur place à recevoir l'aide internationale qui a été mobilisée? Certaines villes restent encore bien sûr très mobilisées et ils arrivent encore d'avoir justement la nourriture, l'alimentation. Mais certaines villes prises à l'otage, sont prises encerclées par les armées russes, sont coupées entièrement de... C'est vraiment une catastrophe humanitaire qui se passe aujourd'hui et je pense que l'alerte elle est là et il faut vraiment réagir. On ne peut pas résister à l'éternité. Dernière question, comment est-ce que vous vivez ce conflit loin de votre pays d'origine? Est-ce qu'il y a un mouvement de solidarité qui a été enclenché par l'ensemble des Ukrainiens, notamment établis au Maroc ou à travers le monde? Nous sommes toujours très solidaires entre nous et les Ukrainiens, comme toutes les communautés qui résident à l'étranger, sont toujours très soudés. En ce moment, je pense qu'on est devenu une grande famille à travers tout le monde entier. On s'entraide énormément à travers les réseaux, à travers les groupes WhatsApp. Toute l'aide impossible ou possible, on essaie de donner. On pleure pour chaque proche de toute la communauté. Le message aujourd'hui qui passe justement, plusieurs familles sont bloquées à l'étranger, plusieurs Ukrainiens qui résident au Maroc, ils essaient justement de récupérer au Maroc et j'espère qu'ils vont pouvoir les rejoindre au Maroc, que le visa sera délivré facilement et qu'ils vont pouvoir le rejoindre ici au Maroc. Merci beaucoup, Yulia Stroy. Je sais que ce n'était pas évident de parler avec toute l'émotion qui vous envahit. En tout cas, merci d'avoir partagé avec nous ce que vous vivez au quotidien. Et le conflit armé en Ukraine a eu des répercussions quasi immédiates sur le portefeuille des Marocains. Les tarifs des carburants ont sensiblement augmenté et par ricochet, cela s'est répercuté sur les prix des fruits et légumes. Une situation que les producteurs ont tenté d'expliquer aux consommateurs. Reportage du côté d'Agadir, Lafera Goumed et Sarah Jabri. Rareté des précipitations, hausse des prix du carburant et des services de transport, autant de facteurs qui ont précipité la flambée des prix de plusieurs denrées alimentaires de base. Les fruits et légumes, qui obéissent à la loi de l'offre et la demande, n'ont jamais coûté aussi cher. Pour les ménages, la facture s'alourdit. Cette situation est aussi due à la nature du circuit de commercialisation de ces produits, d'où la nécessité aujourd'hui d'élargir le réseau des marchés de gros pour diminuer les coûts de transport. Sur le marché, c'est le prix de la tomate qui a quasiment quadruplé qui interpelle le plus. Quelles sont les causes et les conséquences de cette augmentation et quelles seraient les solutions pour soulager le pouvoir d'achat des Marocains? Autant de questions auxquelles les membres de l'association marocaine des producteurs de fruits et légumes ont tenté d'apporter une réponse. La hausse des prix résulte de la baisse de l'offre. Celle-ci est causée d'une part par la réduction des surfaces emblavées par la culture de la tomate au niveau national et d'autre part par une baisse significative du rendement à l'hectare. Aujourd'hui, il faudrait qu'on évite trop de spéculation parce que ça ne profite pas à la culture. Et ces tomates-là, malheureusement, leur coût de revient est devenu très élevé. Et le marché local ne pourra jamais supporter ces charges. Si le marché national demeure bien approvisionné en denrées alimentaires de grande consommation, les appels se multiplient pour que le gouvernement intervienne afin de freiner cette tendance haussière qui survient à quelques semaines seulement du mois de Ramadan. Et on continue d'explorer les impacts sur l'économie marocaine de la guerre russo-ukrainienne en compagnie de Yuri Dadouche qui est en duplex en direct avec nous de Miami. Bonsoir et bienvenue. Vous êtes économiste senior fellow au Policy Center for the New South. Dans l'étude que vous venez de consacrer à ce sujet, pourquoi considérez-vous que le Maroc est l'un des pays les plus exposés à cette crise? Parce que le Maroc est très relié à l'Europe et parce que le Maroc est fort importateur d'énergie, 90% et plus de ses besoins sont importés.
et parce que le Maroc est importateur de céréales. À peu près 50% de la consommation de céréales au Maroc est importée. Or, tous ces trois éléments sont touchés fortement par la guerre ukrainienne. L'Europe va en ressentir, qui est déjà une période difficile avec beaucoup d'inflation et les perspectives d'une hausse de taux d'intérêt. Les prix du pétrole, comme vous le savez, ont flambé et ils ont presque maintenant doublé ou presque. Yuri Dadouche, quels devraient être les secteurs les plus affectés? Le facteur le plus affecté, le plus direct, c'est le plus important, c'est le pétrole. Mais aussi l'impact sur les prix des céréales qui ont doublé à peu près dans la dernière année. Si vous mettez tout ça ensemble, il est facile de voir une chute du revenu par habitant au Maroc en termes réels de 3-4% en une année. Et les conséquences sur les finances publiques? Très important. Hein? Les conséquences sur les finances publiques, quelles devraient-elles être? Ben, ça se répercute sur les finances publiques qui sont déjà dans une situation difficile à la suite de la pandémie, où le gouvernement marocain était très très actif, parmi les plus actifs, pour contrarier, si vous voulez, les effets de la pandémie. Car les revenus vont dépendre de l'activité économique qui va ralentir. Et puis de l'autre côté, il y aura sans doute des efforts pour donner un peu de soulagement sur les prix énergétiques et sur, j'imagine, le prix des céréales, pour aider les couches les plus touchées et les plus vulnérables de la population. C'est un peu l'approche marocaine, c'est la juste approche, mais ça va se refléter sur la finance publique. D'un mot, Yuri Dadouche, à quoi est-ce qu'il faut s'attendre? Est-ce que le conflit en Ukraine risque de perdurer? Malheureusement, il risque de perdurer. Et ça, je dirais, beaucoup d'experts s'attendaient à une guerre rapide à cause de la supériorité soviétique. Grâce, si vous voulez, à l'héroïsme et à l'organisation des Ukrainiens, ils résistent. Donc le conflit va être prolongé. Les sanctions des deux côtés vont être pires de ce qu'on s'attendait. Et il est difficile de voir que le régime de sanctions qui est mis en place va pas durer. Je veux dire, vous savez, les sanctions sur la Crimée qui est arrivée en 2014 continuent aujourd'hui. Je pense que donc le régime de sanctions va continuer et cela va avoir un effet assez prononcé et persistant. Merci beaucoup. Entre autres sur l'inflation. Merci beaucoup Yuri Dadouche. Je rappelle que vous êtes Senior Fellow au Policy Center for the New South. Et la preuve que ce conflit est parti pour durer, lors du sommet européen qui s'est clos aujourd'hui en France, le président Macron a considéré que le vieux continent et l'Afrique seront, je cite, très profondément déstabilisés sur le plan alimentaire. C'est la première info de ce tour du monde en 80 secondes, piloté par Ghazal Hamari. C'est au château de Versailles que les dirigeants européens se sont réunis hier et aujourd'hui. Au menu de ce sommet, la crise entre Kiev et Moscou. Une rencontre de 48 heures au cours de laquelle les 27 membres de l'UE ont refusé une adhésion rapide de l'Ukraine. Pour l'heure, il est question de renforcement des liens et du partenariat avec le pays. C'est entouré de dirigeants étrangers que Gabriel Boric entame son mandat. Le plus jeune président du Chili a dorénavant 4 ans pour répondre aux promesses de campagne. À 36 ans, il est à la tête d'un gouvernement majoritairement féminin. Le président sortant, Sébastien Piñera, a achevé son second mandat avec 71% d'insatisfaits. 11 ans se sont écoulés depuis la catastrophe de Fukushima. Le 11 mars 2011, l'un des plus violents séismes jamais enregistrés dans le monde a frappé le Japon avant de déclencher un tsunami meurtrier. Un drame qui avait alors provoqué la catastrophe nucléaire, faisant 18 500 morts. D'une magnitude 9, le tremblement de terre avait entraîné des fuites radioactives.
le geste est devenu presque anodin et routinier à travers le globe. La planète cohabite depuis 2 ans avec le coronavirus. Le 11 mars 2020, de nombreux pays avaient pris conscience du danger alors que l'Organisation mondiale de la santé qualifiait pour la première fois l'épidémie de Covid-19 de pandémie. Depuis, le SARS-CoV-2 a fait officiellement plus de 6 millions de morts. Et au Maroc, le coronavirus a touché 55 personnes en l'espace de 24 heures. Dans le même temps, 205 patients se sont débarrassés de la maladie et malheureusement un décès est à déplorer. Santé toujours avec une équipe internationale totalement féminine au chevet des bébés. Chirurgiennes, anesthésistes et autres infirmières ont mené à Marrakech une nouvelle opération Smile, de quoi redonner le sourire aux dizaines d'enfants opérés pour des malformations labiales. Reportage Isa Sharqi et Mohamed Chahima. Redonner le sourire aux enfants souffrant de fentes labiales et palatines, tel est l'objectif de cette mission humanitaire qui a regroupé un staff médical composé d'une centaine de personnes issues de 17 pays différents, dont le Maroc, les États-Unis, le Guatemala, l'Allemagne ou encore le Brésil. Une opération menée exclusivement par des femmes. On leur offre donc la chance de sourire pour une première fois dans leur vie. On leur offre également la possibilité de parler correctement, de manger correctement. C'est un handicap. Nous avons comme participation plus d'une quinzaine de pays étrangers et la particularité de cette mission humanitaire cette fois-ci, c'est qu'elle est composée exclusivement et entièrement et totalement de femmes. Cette mission bénévole a permis d'opérer 90 enfants souffrant tous de cette même malformation faciale, une action qui n'a pas manqué d'apporter du baume au cœur des parents et de leurs enfants. Je me suis tournée vers cette association pour que mon fils se fasse opérer. Je suis très heureuse, je les remercie vivement d'avoir permis cela. Tout s'est très bien passé. L'association Smile a pris en charge mon fils à l'âge de 6 mois pour une première opération effectuée à Tanger. Nous sommes maintenant à Marrakech pour effectuer la seconde intervention. L'opération Smile menée au Maroc a permis d'opérer jusqu'à présent pas moins de 12 400 enfants présentant ce handicap et environ 400 000 à travers le monde. Vous êtes bien dans InfoSoir Week-end, ne zappez surtout pas. Dans un instant, nous serons avec l'un des experts internationaux de l'intelligence artificielle, Badr Boussabat, nous dira comment cette technologie pourrait changer nos vies. Et nous accueillerons Driss Ajbeli, l'auteur du Vendredi, dans son ouvrage Éric Zemmour, un outrage français. Il explore 17 années de vie politique et sociale dans l'Hexagone. Et tout de suite, dans notre rubrique Esprit d'entreprise, je vous invite donc à découvrir le parcours de Youssef Douh, originaire de Casablanca. Il s'est installé en France à l'adolescence. Au milieu des années 90, il tombe amoureux du transport routier. Il se lance alors au volant de sa petite camionnette avec le soutien financier de ses parents. Au bout de quelques années, il commence à recruter ses premiers employés. Aujourd'hui, la PME a bien grandi. L'entrepreneur est à la tête d'une flotte de 80 poids lourds et dirige plus de 200 salariés. Youssef Douh qui est actuellement du côté de Marrakech et on le retrouve. Bonsoir et bienvenue. J'aimerais pour commencer que vous nous racontiez comment tout a commencé pour vous dans ce domaine du transport routier. Bonsoir Audi, merci de m'avoir invité sur votre chaîne aujourd'hui. Alors pour résumer, en fait, c'est pas que 80 poids lourds, il y a à peu près une flotte de 270 véhicules qui tournent sur toute la France et il y a à peu près 245 employés exactement. Donc le parcours il a commencé tout simplement par une envie de créer ma propre entreprise. J'y croyais pas, donc j'ai commencé avec une petite camionnette et puis après ça s'est propagé de fil en aiguille. Ça c'est parti sur un employé, 2 employés, etc. Et je m'y attendais pas, faut dire ce qui est vrai. Ce goût pour l'entrepreneuriat, comment est-ce que vous l'avez cultivé? Parce qu'à l'origine, rien ne vous destinait vraiment à devenir chef d'entreprise. J'ai toujours aimé le transport, en fait, surtout même quand je venais au Maroc avec mes parents, quand j'étais petit, je voyais les camions marocains, et surtout je me disais toujours, j'aimerais bien un jour créer mon entreprise en France et la ramener après au Maroc pour justement faire
ramener au Maroc une autre façon de faire du transport avec tout ce qui va avec, des véhicules propres, des véhicules beaux qui relèvent toujours l'image du Maroc. Donc c'est parti de tout ça, c'était un mix d'un petit peu tout qui m'a permis un peu de créer ma propre entreprise dès le début. Alors votre sens des affaires, vous souhaitez le développer dans le royaume, c'est ce que vous nous dites à l'instant. Qu'est-ce qui vous a ramené dans votre pays, malgré un contexte économique mondial qui est quand même assez troublé? Affirmatif, moi ça ne me fait pas peur le contexte économique mondial. Au contraire, pour moi c'est une chance de pouvoir propager des nouvelles idées, surtout pour aider le Maroc à aller dans le progrès. Nous avons créé une alliance économique, l'Union fait la force, nous sommes plusieurs entrepreneurs, des Marocains du monde. Quand je dis Marocains du monde, c'est tout le globe, nous sommes plus de 5 millions de diaspora marocaine. Donc tous ces Marocains, en fait, nous nous sommes groupés pour nous projeter dans plusieurs domaines, surtout dans le domaine des énergies renouvelables qui concerne le transport, énergie renouvelable, écologie, créer des nouvelles idées, tout ce qui concerne l'hydrogène. Nous avons la chance d'avoir beaucoup de soleil au Maroc, créer des énergies renouvelables justement pour faire rouler les véhicules et ne pas être les naïfs du progrès. Aujourd'hui, il y a beaucoup de pays qui prennent l'ascendant sur nous, des fois même en Afrique. Nous voudrions toujours être à la pointe, surtout au Maroc, justement. Merci beaucoup Youssef Doh, vous étiez l'esprit d'entreprise de cette édition. C'est moi. À présent, l'info NewTech de ce week-end, elle nous emmène aux confins de l'intelligence artificielle. Ces derniers mois, notamment dans le contexte de la lutte contre le Covid-19, ont été mis en lumière les rôles des statisticiens, épidémiologistes et data scientists dans la collecte des données, des milliards d'informations qui ont alimenté des logiciels hyper puissants afin de prédire et d'anticiper l'évolution des cas de coronavirus. Une approche défendue par les supporters de l'intelligence artificielle tel que le belgo-marocain Badr Boussabat. Badr Boussabat qui nous attend en direct et en duplex de Bruxelles. Bonsoir et bienvenue. Vous présidez AI Together, une ONG qui promeut l'utilisation de l'intelligence artificielle. Pour vous, l'intelligence artificielle est notre meilleur espoir. C'est d'ailleurs le titre de votre premier livre. Qu'est-ce qui vous fait dire cela ? Bonjour, tout d'abord merci beaucoup pour l'invitation. Alors l'intelligence artificielle constitue un nouvel espoir pour le futur de l'humanité parce que c'est la première fois que nous sommes capables de créer une nouvelle société compétitive et inclusive en même temps. Depuis la nuit des temps, depuis des décennies, le clivage politico-économique entre la gauche et la droite se basait sur la compétitivité plutôt à droite et l'inclusion plutôt à gauche. Tout simplement parce que le point central, la clé centrale pour comprendre l'économie était la monnaie qui avait sa finitude. Mais avec la donnée qui constitue finalement une nouvelle matière première sur laquelle on peut baser une nouvelle société, eh bien finalement nous sommes capables de réconcilier la droite et la gauche et donc de réconcilier les concepts d'inclusion et de compétitivité qui finalement dépendent l'une de l'autre. Alors plus concrètement, cette intelligence artificielle, elle pourrait permettre pour vous notamment de prévenir d'autres pandémies. Comment est-ce que cela serait possible ? Tout à fait. Alors j'ai personnellement avec mon équipe créé une ligne du temps d'action avec l'intelligence artificielle pour lutter contre les pandémies jusqu'à en venir à cette thèse qui est la suivante. C'est peut-être la dernière pandémie de l'histoire si et seulement si nous intégrons l'intelligence artificielle sur tous les fronts. Aujourd'hui, d'un point de vue technologique, nous avons la capacité de pouvoir prédire les pandémies comme l'a fait l'entreprise Blue Dot en fin 2019 qui a repéré avant même l'Organisation mondiale de la santé un virus inconnu qui se propageait en Asie. Et aujourd'hui, nous avons des modèles d'intelligence artificielle qui sont capables de détecter les cas de coronavirus de manière beaucoup plus spontanée, beaucoup plus rapide et surtout, comme on l'a vécu en début de pandémie, malheureusement, il est très compliqué de pouvoir tester tout le monde parce que généralement, l'acide nucléique n'est pas disponible pour faire des tests RT-PCR, eh bien l'intelligence artificielle se propose comme relais fondamental pour pouvoir attaquer les prochaines pandémies et de les arrêter bien avant les dommages que nous avons connus récemment. Dans votre deuxième livre, L'intelligence artificielle dans le monde d'aujourd'hui, vous considérez qu'elle peut, cette intelligence artificielle, amener à une transformation profonde de notre société. Dans quel sens ?
Alors tout à fait, c'est exactement le point d'ailleurs que j'ai partagé hier à la Chambre de commerce américaine au Texas. L'intelligence artificielle va être en capacité de donner la possibilité à chacune et chacun de créer de la donnée. Vous savez, lorsqu'on crée de la monnaie, donc lorsqu'on travaille à la fin du mois, ce travail, ce salaire est indexé à des unités de travail, donc c'est-à-dire le fait d'être salarié ou le fait d'être entrepreneur. Grâce à l'intelligence artificielle, la création de données et donc de valeur, donc de richesse, est indexée au simple fait de vivre. C'est-à-dire qu'intrinsèquement, la donnée utilisée pour nourrir les intelligences artificielles et inclusive. Et aussi une chose qui est intéressante et importante à souligner ici dans ce cas de figure, c'est que contrairement aux préconceptions, les grandes entreprises qui utilisent l'intelligence artificielle et qui se financent par les données dépendent de chacune et de chacun d'entre nous, car nous sommes les propriétaires de ces données qui les générons et qui les fournissons à ces entreprises, signifiant finalement que l'offre et la demande sont plus que jamais interdépendantes, et donc nous sommes en train de créer une nouvelle société dans laquelle finalement nous pouvons créer une stratégie où l'offre et la demande ne sont pas contradictoires mais complémentaires. Merci beaucoup Badar Boussabat. Je rappelle que vous êtes expert en intelligence artificielle. Le livre du vendredi est aussi dense, vous le voyez, qu'intense. Une immersion dans le monde de la politique en France au cours de ces 20 dernières années à travers le regard d'un témoin privilégié, en l'occurrence le sociologue marocain Driss Ejbali. Au fil des 570 pages, le lecteur voyage dans le temps et explore les rouages idéologiques qui ont abouti, selon l'auteur, à la candidature à la présidentielle d'un ancien éditorialiste qui est journaliste également, dans Éric Zemmour, un outrage français, celui qui est aussi médiateur de la MAP, livre un regard aiguisé sur les débats et les polémiques qui agitent la France depuis le début des années 2000. Et je retrouve tout de suite sur le plateau d'Infosoir Weekend Driss Ejbali, bonsoir et bienvenue, ravi de vous accueillir. Bonsoir, merci. Alors, dites-nous, au-delà de la densité et de l'intensité, je le disais, de votre ouvrage, ce qui le caractérise, c'est le fait qu'il a été édité par 3 maisons d'édition différentes dans 4 pays. Comment est-ce que vous avez réussi ce tour de force ? Alors là, le mérite revient à l'éditeur, c'est Abdelkader Otnani. L'éditeur au Maroc. L'éditeur au Maroc. La croisée des chemins pour ne pas. Absolument. Et donc, voilà, je crois savoir que le livre marche très bien en Tunisie et selon mes informations, il marche bien au Maroc et en France. Et je crois savoir que l'éditeur algérien a quelques pépins avec ce livre, mais je ne sais pas plus. Alors, vous livrez un récit qui est à la fois historique et sociologique, pour le sociologue d'ailleurs que vous êtes, de ces 2 dernières décennies en France. Comment est-ce que vous avez à la fois étudié et sélectionné les événements dont vous parlez dans ces 570 pages ? En fait, moi je me suis toujours intéressé aux questions d'immigration. J'ai consacré en 2000 un livre Violence et immigration, et en 2002 un autre livre avec un journaliste alsacien, Beladen n'est pas dans l'ascenseur. Et pour moi, le livre qui est consacré à Zemmour est un tout petit peu dans la suite de ces livres-là, et parce que j'ai toujours suivi les questions de politique de la ville, les questions de banlieue, les questions d'immigration. Alors dans cet essai, vous traitez aussi en filigrane, bien évidemment, la transformation de ce journaliste en homme politique. Qu'est-ce qui vous a frappé dans cette métamorphose ? Alors d'abord, la première des choses, ce qui m'a poussé vraiment à travailler sur Zemmour comme fil conducteur des 20 dernières années, c'est d'abord un mensonge. Il prétend depuis septembre ça fait 30 ans qu'il alerte les Français sur les questions, je dirais, des chocs de civilisation. Or, moi, quand je travaillais sur les questions d'immigration, Zemmour n'existait pas. C'est-à-dire c'était un journaliste politique, spécialiste de la droite. Le Zemmour, je dirais, la mutation idéologique de Zemmour, c'est sur la question de la femme, c'est à partir du premier sexe, et sur la question de l'immigration du premier sexe en 2006, ce qui lui a permis d'ailleurs de rejoindre l'équipe de Ruquier dans On n'est pas couché. Et sur la question de l'immigration, c'est surtout depuis 2008, avec son livre Petit Frère, qui est vraiment un de ses livres les plus odieux, et dans lequel il développe pratiquement
toutes les thématiques qu'il développe aujourd'hui, une par une, la question de Vichy, la question, je dirais, de l'islam. Alors justement, l'islam, vous parlez également et vous démontrez tous les amalgames dont la religion est la cible, ce qui en fait très régulièrement à chaque élection électorale présidentielle, un enjeu électoraliste, j'ai envie de dire. Est-ce que pour cette campagne qui est en cours, ces questions-là ne risquent pas d'être éludées par le contexte international, notamment la guerre russo-ukrainienne? La question de l'Ukraine a écrasé la campagne électorale et il a écrasé effectivement cette thématique, je dirais, cette monothématique de Zemmour qui quand même, de façon obsessionnelle, je dirais, considère que, mais sans nuance, que l'islam, je dirais, est la cause de tous les malheurs de l'Occident. Donc voilà. Donc vous dites que s'il était né au Maroc, il n'aurait peut-être pas pris cette tournure. Comme a dit un journaliste, un confrère à lui, a dit que Zemmour est une dégénérescence du décret Crémieux. Et je pense qu'il aurait été il a une indigestion historique avec l'Algérie. Et je pense qu'il aurait été né au Maroc ou en Tunisie, que peut-être il aurait un rapport plus pacifié avec son passé. D'un mot, votre frise chronologique, elle démarre en 2000, elle s'arrête en 2017, élection d'Emmanuel Macron. Absolument. Est-ce que vous comptez consacrer un autre opus au quinquennat qui est en train de se clore? Disons, je donne déjà dans la conclusion, une longue conclusion, un tout petit peu, je dirais, depuis le mandat d'Emmanuel Macron jusqu'à nos jours. D'ailleurs, je développe, je dirais, un parallélisme entre Macron et Zemmour. Je pense que Zemmour et Macron ont le complexe du premier de la classe. Ouais. Et Zemmour a été désinhibé d'une certaine manière par l'élection de Macron et il veut réussir ce challenge, mais je ne pense pas qu'il a le talent de Macron. Merci beaucoup, Driss Ejbali, auteur de cet essai, Éric Zemmour, un outrage français. À moins de 3 semaines du mois sacré de Ramadan, 2M vous a concocté un programme aux petits oignons. Comme toutes les années, à l'heure du ftour, il y aura à boire et à manger afin de satisfaire tous les goûts des téléspectateurs. Alors pour vous mettre en appétit, voici les temps forts de cette grille présentée hier soir à Casablanca. Reportage Youssef El Razi et Mamadou Diaye. Ils sont acteurs, réalisateurs, scénaristes ou encore annonceurs à répondre présent à l'appel de 2M. Tous prêts pour une nouvelle saison de grande consommation télévisuelle. Ramadan 2022. L'heure était la présentation de la nouvelle grille de la chaîne, riche en production. C'est une période où le téléspectateur marocain s'attend à de la nouveauté et aussi à de l'originalité et à beaucoup de valeurs de production dans les programmes qu'il regarde. Nous aurons des capsules comédie, des séries quotidiennes dramatiques et historiques et des films chaque semaine. C'est donc un grand moment de télévision qui accompagne les téléspectateurs tout au long du mois de Ramadan, mais également tout un défi à relever chez les acteurs et comédiens du petit écran. Je suis là pour parler de mon sitcom et du rôle que j'y ai joué. Et comme vous pouvez le constater aujourd'hui, c'est la présentation de la grille de 2M pour le mois de Ramadan, d'où ma présence ici. J'ai un film Sba Liyal, la réalisation de mon ami Shawqi El-Oufir, ou encore Safi Salina, une production de la chaîne 2M et réalisée par Ali El-Mejboud. Le moment est aussi de faire valoir une capacité de production nationale sans conteste. Celle-ci occupe près de 90% de la programmation Ramadan de la chaîne. Il me reste à vous rappeler une des principales informations de ce vendredi 11 mars. Une réussite à tous les égards. C'est en ces termes que Aziza Khandouch a qualifié la 8e commission mixte maroco-mauritanienne qu'il a présidée aux côtés de son homologue Mohamed Ould Bilal Messoud. Une session qui s'est soldée par la conclusion de 13 conventions à mémorandum d'entente dans différents secteurs stratégiques. Dans un instant, Eco News suivi de Que du sport et d'Al Masaïa présenté par Hossein Ouzlik. Juste après, ne manquez pas le show de Rachid Lalali. Et on se retrouve demain, même heure, même endroit.